Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission de la fiction vs l'histoire. Aujourd'hui on va parler des Vikings et plus précisément de Ragnar Lodbrok et de ses enfants les Ragnarsson. Je vous préviens tout de suite, pour ceux qui n'auraient pas vu la série télévisée Vikings, il va y avoir des spoils. Et même des spoils qui n'ont pas encore été tournés et qui viendront dans les saisons à venir très probablement. Voilà, ceci étant dit, partons découvrir l'histoire derrière la légende. Ragnar Lodbrok est un roi semi-légendaire dont on ne peut pas attester la réalité historique. Il apparaît dans la geste des Danois ainsi que dans la saga scandinave de Ragnar au Brævelu. Les exploits pourraient être une sorte de compilation de ceux de plusieurs chefs vikings, tout comme pour le roi Arthur chez les Bretons. Dans les mythes, c'est un seul et même individu qui est un descendant du roi légendaire Sigurd ou Siegfried, le tueur du dragon Fafnir, dans la saga des Nibelungen, lui-même étant de la lignée d'Odin, le père des dieux nordiques. Néanmoins, une partie de l'histoire de Ragnar est véridique historiquement. On sait qu'il a vécu au Danemark, probablement au 9e siècle, et est mort entre l'an 850 et 865. Ses prouesses guerrières lui rapportèrent le titre de Jarl, ce qui veut dire comte dans notre langue. Les sources historiques lui attribuent plusieurs visages. Parmi les hypothèses crédibles, le roi des Danois Auric Ier, ou encore le Jarl Rigilerus, connu pour ses expéditions en Francie occidentale ou en Northumbrie, l'un des royaumes de l'Angleterre de cette époque. Un élément historique est néanmoins vérifiable. Ragnar, ou l'un des rois à qui il a prêté son visage, met le cap sur la Francie de l'Ouest avec plus de 100 dracars et quelques milliers de soldats. Il va saccager la ville de Rouen et sa région, et ensuite Ragnar ordonne à sa flotte de remonter la Seine en direction de Paris, sa prochaine cible. Une fois arrivé sur place, et contrairement à la série télévisée, Paris n'est pas du tout défendu par des fortifications. La sauvagerie de Ragnar fait s'enfuir les troupes de Charles le Chauve, qui est impuissant. Celui-ci laisse piller et brûler sa cité le dimanche de Pâques 845. Seul le paiement d'un lourd tribut en argent fera finalement reprendre la mer aux féroces guerriers vikings. Une vingtaine d'années plus tard, notre héros partira à la conquête de l'Angleterre. La légende dit qu'il aurait été capturé par le roi Hel de Northumbrie en 865. Il aurait été mis à mort, jeté dans une fosse pleine de serpents. Mais la plupart des chercheurs doutent de la véracité historique de cette exécution, car il y a assez peu de serpents venimeux en Grande-Bretagne. Si le Ragnar historique n'a pas pu être identifié clairement, il serait le géniteur de fils ayant réellement existé. Quant à l'origine de son nom de famille Lodbrok, cela vient de la saga de Ragnar. En Suède, il aurait vaincu 2 serpents monstrueux en se protégeant du venin par une tenue de poil enduit de pois. Ce triomphe lui aurait rapporté la main de la princesse Thora et valut le surnom posthume de Lodbrok, ce qui veut dire pantalon velu en vieux norrois. Vient ensuite la saga des fils de Ragnar ou les Ragnarsson. Probablement pour venger sa mort en 866, 3 de ses fils débarquèrent en Northumbrie avec la fameuse grande armée viking et mettront à mort le roi Ael pour venger leur père. Selon la légende, en lui faisant subir l'aigle de sang, comme dépeint dans la série, ce qui est peu probable, ce supplice étant probablement une invention des chrétiens pour diaboliser les vikings à cette époque. Les Ragnarsson vont fonder en 866 un royaume autour de la ville de York et s'établir définitivement sur les terres anglaises. Le plus gros problème avec le personnage de Ragnar Lodbrok, c'est la chronologie. Si l'on considère l'attaque du monastère de Lindisfarne en 793, le siège de Paris en 845 et la mort de Ragnar Lodbrok en 865 ou 66, cela ne colle absolument pas, on ne vivait pas très vieux à cette époque, et en plus il aurait attaqué le monastère très jeune, à 10 ans par exemple, ce qui n'est pas vraiment crédible. D'où le fait que Ragnar Lodbrok pourrait être plus un titre ou la synthèse de plusieurs chefs de guerre qui ont opéré sur une centaine d'années environ. Voyons maintenant quelques autres personnages de la série télévisée, s'ils ont réellement existé et ce qu'ils ont réellement accompli. Le principal personnage féminin de la série télé est Lagertha, la première épouse de Ragnar et la mère de Bjorn. C'est un personnage qui a réellement existé historiquement, mais dont l'histoire se confond également avec la légende. Il existe de nombreux récits sur sa ferveur au combat. C'était une Gjalmo, une sorte de reine guerrière, elle n'était pas du tout paysanne et a participé à de nombreuses batailles au cours de l'histoire. Elle a vraiment eu une relation avec Ragnar et certains enfants, mais Bjorn n'en fait pas partie en l'occurrence. Lors des sagas nordiques, elle est très fréquemment assimilée à une Valkyrie venant assister le fier guerrier Ragnar.
Il est très important de préciser que dans l'ancienne société des Vikings, il n'était pas rare que les femmes participent au combat. Les Xjadmo, en l'occurrence l'équivalent des Amazones chez les Grecs, étaient des plus fréquentes. Ensuite nous avons Rollo, dans la série le frère de Ragnar, est un personnage lui aussi semi-légendaire, mais en réalité, les éléments de la vie de Rollo se passent environ une centaine d'années après ceux de Ragnar. Rollo, de son vrai nom Rolf le Marcheur, ce dernier était également un conquérant et va monter de nombreuses expéditions aussi bien en France qu'en Angleterre avec ses nombreux guerriers vikings. Après plusieurs années de pillage, il va négocier un traité avec le roi de France Charles le Simple, le traité de Saint-Clair sur Epte, qui va lui octroyer les terres de Normandie et la souveraineté sur ce territoire, sous réserve d'une allégeance à la couronne de France. Il prendra le nom chrétien de Robert Ier de Normandie, et ses fils deviendront plus tard ducs de Normandie. 150 ans après la vie de Rollon, l'un de ses arrière-petits-enfants appelé Guillaume deviendra à son tour duc de Normandie, et plus tard il va conquérir toute l'Angleterre et deviendra Guillaume le Conquérant. L'autre personnage important de la série est Aslaug, la seconde femme de Ragnar avec lequel il aura le plus d'enfants. Ce personnage n'a rien de véridique historiquement, c'est un personnage de la mythologie nordique qui serait la fille du légendaire héros Sigurd ou Siegfried et de la Valkyrie Brunhild. On l'a dit un peu sorcière et elle aurait rencontré et envoûté Ragnar à la sortie d'une cascade où elle se baignait nue en l'occurrence, comme dépeint dans la série d'ailleurs. Dans les légendes, elle est la mère des 4 enfants les plus prestigieux de Ragnar qui vont forger la légende. Mais vu que le personnage n'a pas existé historiquement, il faut rapprocher la natalité des 4 enfants à d'autres femmes en l'occurrence. Or Ragnar a eu de nombreuses épouses, Aslaug est plus un titre. Cela confère une sorte de côté divin aux futurs enfants à naître, Ragnar étant lui-même d'une certaine façon le fils des dieux, Aslaug étant elle-même la fille du héros Sigurd et d'une Valkyrie, cela confère aux enfants à naître un aura divin avant même leur naissance, et donc un destin immense à accomplir. Le personnage d'Athelstan n'a pas de réalité historique, c'est un élément scénarique afin de présenter aux téléspectateurs les nuances qui existent entre la religion païenne des Vikings et la nouvelle religion chrétienne. Le personnage est en dualité permanente, se pose tout le temps des questions et permet aux spectateurs de découvrir les subtilités des mythes nordiques, les fêtes, les sacrifices humains, en contraste avec sa propre religion. Cela illustre parfaitement d'ailleurs les conflits qui ont pu exister à cette époque, l'incompréhension entre toutes ces différentes cultures et la christianisation progressive du monde viking. Un autre personnage très important est Alfred dans la série télévisée, il s'agit du fils d'Athelstan, dans la réalité historique bien évidemment, il s'agit du véritable petit-fils du roi Egbert du Wessex. Or, Alfred deviendra lui aussi roi du Wessex, mais bien plus que cela, il deviendra l'unificateur de toute l'Angleterre et le premier roi anglo-saxon, et sera un grand défenseur de l'Angleterre naissante contre les invasions des Vikings justement. De ce fait, il acquérera le titre d'Alfred Ier le Grand. Passons maintenant aux fils de Ragnar, les Ragnarsson. Sachant qu'il y en a beaucoup dans l'histoire officielle, je me contenterai de vous énumérer uniquement ceux qui sont présents dans la série télévisée, en gros ceux qui sont entrés dans la légende. Tout d'abord, il y a Hubbe Ragnarsson, le fils aîné dans la série télévisée. Vient ensuite le second, Sigurd Œil de Serpent, qui aura pour mère Thora Borgathior, à savoir Aslaug. Il doit son nom curieux au fait qu'il est né avec l'image d'un serpent ou d'un dragon qui se mord la queue et enroulé autour de la paupiille de son œil gauche. Ensuite il y a Hvitserg ou Halfdan suivant les versions. Quant à Ivar le Désossé, celui qui est handicapé dans la série télévisée, il avait la réputation d'être un roi berserker, c'est-à-dire un guerrier barbare et sauvage avec des capacités exceptionnelles. Il y a certains désaccords quant à la signification de son surnom dans la saga. Certains historiens pensent tout naturellement à un euphémisme pour l'impuissance. Une autre théorie parle d'une flexibilité et d'une souplesse physique incroyable. Ivar était un guerrier après tout exceptionnel et peut-être que cette souplesse a donné naissance à ce surnom de sans os ou désossé. Certaines sources scandinaves mentionnent également que Ivar était porté sur un bouclier par ses propres guerriers. Forcément, certains ont émis l'hypothèse que c'est parce qu'il ne pouvait pas se déplacer lui-même, ou peut-être tout simplement qu'il était boiteux. En 856, Ivar et ses deux frères Hubbe et Hvitserg attaquèrent le nord de l'Angleterre, arrivant jusqu'à la ville de York, qui pour les Danois s'appelait Jorvik. Ils occupèrent la ville sans grande peine puisqu'elle était en guerre civile depuis 867. Les Northumbriens tentèrent de reprendre York mais sans y parvenir. C'est alors qu'intervint un des grands épisodes de l'histoire, celui de la Grande Armée païenne, une armée viking venue du Danemark qui pilla et conquit une grande partie de l'Angleterre. Nous n'avons pas de source exacte quant à l'effectif de la Grande Armée, mais une chose est certaine, elle était considérable en nombre d'hommes et de navires.
Après plusieurs escarmouches en Europe continentale où l'armée s'est fait la main pourrait-on dire, elle débarqua en Est-Anglie en 865. Son objectif était de conquérir l'Angleterre et de s'y établir durablement. Les sagas norroises voient dans cette invasion une opération de vengeance et de représailles pour la mort de Ragnar Lodbrok. Les trois frères réussissent en 865 à conquérir ce qu'on appellera plus tard le Danelaw, une grande partie d'Angleterre. Forts de ces nombreux succès, ils veulent continuer à étendre leur domination et vont y réussir en détruisant la Mercie et d'autres petits royaumes. Les terres anglaises sont quasiment entièrement dans leurs mains, mais ils vont tomber nez à nez avec Alfred le Grand, le roi du Wessex, seul royaume anglo-saxon qui est resté indépendant. Ce dernier affronta la Grande Armée en 878 et réussit à vaincre les Danois et les mettre en déroute. Néanmoins, le royaume du Danelaw va survivre pendant environ une centaine d'années. À cette époque, il existera donc le grand royaume d'Angleterre, partagé avec les Vikings. Tous les fils de Ragnar vont mourir pendant cette période environ, sauf Ivar le Désossé, qui, d'après la légende, serait parti à Dublin, en Irlande, afin de fonder un nouveau royaume. D'autres sources nous disent qu'il serait simplement retourné en Scandinavie, et l'on n'entendra plus parler de lui. Le dernier fils célèbre de Ragnar dont nous n'avons pas parlé sera bien sûr Bjorn Côte de Fer, fils de Thora Borgathior et pas de Lagertha comme c'est décrit dans la série télévisée. Il deviendra roi de Suède et régnera à Uppsala au 9e siècle. Ce sera l'aîné des fils de Ragnar Lodbrok. Il fera de fréquentes expéditions de pillage contre la France et l'Angleterre et ira même jusque dans la Méditerranée en franchissant le détroit de Gibraltar. Il pillera quelques villes au Maroc et s'aventure même jusqu'aux îles Baléares. Le sud de la France n'échappe plus au pillage viking, Narbonne, Nîmes et d'autres villes seront pillées et saccagées. Il remontera le Rhône et incendiera même Valence puis l'Isère. Le raid viking de Bjorn Côte de Fer contre la péninsule ibérique sera raconté en 859 par un chroniqueur arabe, Ibn Adari. De plus, Bjorn sera également tolérant envers le christianisme dans son royaume. Bien que cette nouvelle religion ne triomphera véritablement en Suède qu'après le XIe siècle, il fera preuve d'une certaine souplesse et tolérera tout à fait de célébrer les cultes au sein de son royaume. Comme vous voyez, le monde viking a été très présent au cours du Moyen-Âge. Même si les Vikings passent pour être des barbares sauvages qui ont provoqué d'innombrables invasions et pillages sur les terres de France et d'Angleterre, il ne faut pas oublier qu'ils ont été également des civilisateurs. La Normandie, la région française, est une région viking à la base, et l'Angleterre bien évidemment a été dirigée par des Normands pendant très longtemps. Je vous rappelle également que c'est Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, qui va devenir roi de Grande-Bretagne. Les Vikings n'ont pas eu ce simple rôle de barbares, ils sont présents dans toute l'histoire de l'Europe du Moyen-Âge. Je ne vais volontairement pas m'étendre sur la religion des Vikings dans cette vidéo, car j'ai déjà traité le sujet dans une vidéo mythologique en l'occurrence. Je vous renvoie vers le lien de la vidéo si vous souhaitez en savoir plus sur la mythologie nordique. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur l'histoire de Ragnar et les Vikings. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée pour faire découvrir à d'autres personnes la légende historique qui se cache derrière la série télévisée. Dans tous les cas, vous pouvez me soutenir, je vous rappelle, sur le Tipeee de l'émission pour ceux qui voudraient m'encourager dans mon travail. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions d'histoire, mythologie et archéologie sur la chaîne Arcana les mystères du monde. À très bientôt.